Alors, prochainement au cinéma. Terminator 7, Harry Potter 9, Alien 6, Blade Runner 2, Robocop 8, Jurassic Park 12, James Bond 57, Matrix 8, Le Parrain 9, Star Trek 105, Indiana Jones 22, Titanic 4, Star Wars 7, Star Wars 7 Star Wars 7 Enfin, il est sorti. À croire qu'on ne se serait jamais fatigué à décortiquer chaque fragment d'image que Disney voulait bien nous faire voir. Plus de 13 mois d'attente, une attente soigneusement alimentée par un marketing gargantuesque que rien ne semblait pouvoir arrêter. Et c'est pas fini. Du Star Wars, on en a eu et on va en bouffer les gars. Donc j'espère que vous avez faim. Alors vous voulez mon avis sur le réveil de la Force ? Oui. Avant d'attaquer, j'aimerais préciser quelques petites choses. Tout d'abord, je suis un immense fan de Star Wars. Que c'est original. Et comble de l'originalité, je suis un fan de Star Wars on ne peut plus classique. Je porte au pinacle la trilogie originale qui a bercé mon enfance, et l'Empire contre-attaque fait partie des 10 plus grands films de science-fiction que j'ai vus dans ma vie, rien que ça. Et pour ce qui est de la prélogie, je préfère pas trop en parler, hein, histoire de rester de bonne humeur. Donc vous avez saisi le personnage à peu près, quoi. Star Wars épisode 7 est sorti le 16 décembre 2015, et vu l'heure où je sors cette vidéo, inutile de vous dire que je vais spoiler à mort. Déjà parce qu'il semble que le monde entier a déjà vu le film au moins 2 fois, vu les résultats du box-office. Et même si ce n'est pas le cas, Star Wars épisode 7 n'a pas seulement envahi les salles obscures, mais aussi tout l'internet entier. Qui que tu sois. Oui, qui que tu sois, même ton neveu a dû sortir une review sur le sujet. Donc je partirai du principe que tout le monde connaît les tenants et aboutissants de ce nouvel opus. Et ma mission sera d'essayer de trouver quelque chose à dire sur ce film que vous n'ayez pas déjà entendu 200 000 fois. Bonne chance. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Comme vous vous en doutez, il y a beaucoup à dire sur le sujet, et cette vidéo n'est pas exclusivement réservée aux fans hardcore ni aux geeks amateurs de science-fiction pour parler grossièrement. Donc si vous n'êtes pas très familier à l'univers Star Wars, je vous rassure, je ne vais pas vous abreuver de termes techniques. Je vais dans un premier temps parler du film en lui-même, et ensuite j'enchaînerai sur tout ce qu'il y a autour, et croyez-moi, c'est surtout cet aspect qu'il me paraît important d'aborder. Alors concrètement, est-ce que j'ai aimé le réveil de la Force ? Eh bien la réponse est non. Mais franchement, est-ce que c'est une surprise pour moi ? Non. Bon, mais avant, je dois préciser que je... Non. Arrête ! Arrête ! C'était déjà pas drôle la première fois, alors arrête s'il te plaît. Et oui, devant cette euphorie générale, je vais devoir hélas jouer les rabat-joie une fois de plus. Star Wars 7 n'est pas un mauvais film au sens strict du terme, c'est juste un film qui n'a aucun intérêt à mes yeux et je prendrai ici le temps de vous dire pourquoi. C'est un film dont les défauts m'empêchent catégoriquement de dire que Star Wars est de retour. Pour moi, la Force ne s'est pas réveillée, elle est plutôt maintenue en vie pour garantir une explosion du box-office largement préprogrammée. Alors attention, je précise que mes arguments auront plus de relief que de simplement dire Star Wars c'est commercial donc c'est de la merde, loin de là. Déjà parce que Star Wars, ça a toujours été commercial. Vous n'êtes pas sans savoir que George Lucas a exigé une part sur les fameux produits dérivés de ses films, et ce dès la sortie du premier en 1977. Donc le contexte, je suppose que vous le connaissez déjà très bien. George Lucas a bouleversé l'histoire du cinéma avec une saga originale entièrement sortie de son esprit, blablabla. Mais c'est aussi et surtout un excellent businessman, donc que ce soit George Lucas ou les studios Disney, même combat finalement. Moi je suis comme vous, hein, tant que les films sont bons, ça ne me pose aucun problème qu'on cherche à se faire du pognon par-dessus, au contraire. Après bien sûr, il ne tient qu'à Disney de comprendre que... Si c'est pour l'argent que vous faites ça, alors c'est tout ce que vous recevrez. Non, là je risque d'aborder le problème d'une manière plus générale, ce problème qui touche autant notre manière de concevoir des films que de les regarder. Alors, que vous l'ayez aimé ou pas, nous sommes donc tous d'accord à l'unanimité pour dire que le scénario de ce film est un parfait décalque de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Un personnage central, pris dans une embuscade de Stormtroopers, parvient à cacher à l'intérieur d'un petit droïde une carte d'importance stratégique, recherchée par toutes les forces de la galaxie, avant l'arrivée d'un seigneur Sith qui fera tout pour la retrouver. Ce petit droïde commence donc son périple à travers les étendues d'une planète désertique, avant de trouver sur son chemin le protagoniste de l'histoire, lancé bien malgré lui dans une aventure extraordinaire, qui va le conduire au cœur d'une planète maléfique qui détient le pouvoir de détruire tout un système entier à l'aide d'un rayon surpuissant, etc. Je passe volontiers sur toutes les autres similitudes, depuis le temps vous les connaissez sans doute mieux que moi. Et c'est bel et bien cet élément qui a fait hurler les fans du monde entier. En effet, vous l'avez tous remarqué,
Bien peu de choses ont changé dans cette galaxie lointaine, très lointaine. Les rebelles existent toujours et ils en sont encore à planifier leurs attaques dans des bases confidentielles sur des planètes forestières, et l'Empire continue encore et toujours de reprendre les marches militaires allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Ah si, pardon, certaines choses ont changé, c'est vrai. Les astrodroïdes se déplacent plus vite, l'antenne du Faucon Millenium est rectangulaire. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le bras de C3PO est rouge, Han Solo a changé de veste et Princesse Leia de son côté a changé de coupe de cheveux. Voilà. Et putain, histoire de bien en rajouter en fanservice bien gras, c'est carrément la première chose qu'ils se disent lorsqu'ils se retrouvent dans le film. Alors c'est comme ça qu'on ressuscite une légende à Hollywood. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai employé le terme fanservice, comme beaucoup de ceux qui ont critiqué ce film et à juste titre. Je n'ai pas eu l'impression de voir un Star Wars, j'ai l'impression d'avoir vu une émission créée par et pour des fans voulant réunir sur un plateau toutes les figures des films originaux pour une séance de dédicace. Les personnages de la nouvelle génération ne sont là que pour mettre en valeur les personnages de la première trilogie. 95% de leurs répliques ne servent qu'à faire des clins d'œil appuyés aux spectateurs. Luke Skywalker. This is a Millennium Falcon. You're Han Solo. C'est limite si Harrison Ford ne s'adresse pas directement à la caméra pour dire « Hey, vous êtes content de nous voir, hein ?» Chewie, we're home. Le film n'est jamais surprenant, les thèmes philosophiques ne sont que recyclés ainsi que les personnages, la musique et l'esthétique. Ce film ne sert qu'à se vautrer dans le folklore de la saga. Les plus optimistes d'entre vous préféreront occulter ce genre de détails pour se focaliser sur les points positifs histoire de sauver les meubles. Alors oui, c'est original d'humaniser un Stormtrooper et de le voir rompre les rangs. Oui, c'est diablement intéressant de voir un Seigneur Sith se laisser tenter par la lumière, et bordel oui, ce BB-8 est absolument réjouissant. On pourra même dire que Star Wars épisode 7 est un bon film de divertissement si ça peut faire plaisir à certains. Mais franchement, pour un film qui prétend renouveler une saga que l'on croyait perdue depuis 1983, c'est un peu léger, n'est-ce pas? Moi, quand je regarde Star Wars, je m'attends à être perdu, intrigué, en danger, avoir le vertige devant un tel gigantisme, repousser sans cesse les limites de mon imagination. Mais dans le réveil de la Force, l'espace me semble bien petit. Outre le fait de simplement me refaire un nouvel espoir 2.0, on doit se retaper la scène de la cantina, la scène où Han Solo se fait braquer par un mercenaire à qui il doit du fric, ou l'entrée en scène de Dark Vador, remplacé ici par un merdeux caractériel qui bousille sa chambre à coups de sabre laser. Alors je vois bien les efforts fournis pour essayer de donner du relief à ces nouveaux personnages, leur donner une profondeur, mais paradoxalement à ça, ils ne sont que les silhouettes de leurs aînés. Dans un univers de fiction aussi vaste, pourquoi, nom de Dieu, pourquoi nous servir un Dark Vador de substitution? Kylo Ren. Ce personnage est de loin la plus grosse déception de ce nouveau film. Déjà les gars, si vous voulez nous faire croire à une nouvelle menace, essayez au moins de ne pas lui dessiner exactement le même casque que Vador, putain! Je n'arrive tout simplement pas à craindre les actes d'un personnage dont le seul désir est d'être aussi fort que son grand-père. Et puis bon, Adam Driver quoi, hein? Bon alors oui, je reconnais que la ressemblance avec Harrison Ford est carrément flagrante. Ok, ça je le conçois. Mais bon, à part ça, vous avez juste suivi le cahier des charges du méchant de Blockbuster avec une grosse voix bien dark. Si ce n'est que lorsqu'il enlève son casque, il a une tronche à s'appeler Jean-Christian et à être inscrit en fac de lettres. En termes de méchant en carton, je sais pas si je préfère le nain tout rouge avec des cornes sur la tête ou ce croisement bizarre entre Reda Kateb et Bernard-Henri Lévy. Ce personnage n'est pas charismatique, c'est tout. Il a beau frapper sur sa blessure pour se donner un air badass, mais désolé, ça ne marche pas. Anything else? Non, ce sera tout. Merci. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est fait exprès, c'est un personnage plein de faiblesses, il est désorienté, tout ça. Oui, je vois bien que l'intention n'a jamais été de marcher sur les plates-bandes de Vador, j'ai bien saisi l'approche. Cependant, ça me désole que le scénario et le développement des personnages ne se contentent que des miettes de la trilogie originale. Désolé, mais moi quand je vois Kylo Ren parler au casque de Vador, je ne vois que J.J. Abrams s'adressant à George Lucas. I will finish what you started. Et je ne parlerai même pas de Snoke, hein, le leader suprême du Premier Ordre. Si ce Kylo Ren est incapable de retenir mon attention une seconde, autant dire que je ne vois rien en lui si ce n'est un substitut de Dark Sidious. Et surtout, ne venez pas me sortir que c'est nul de juger le scénario alors que ce n'est que le premier épisode d'une nouvelle saga et qu'on en saura plus dans les films suivants, tout ça. Jusqu'à présent, tous les films Star Wars se suffisaient à eux-mêmes. Et puis surtout, ils ne se copiaient pas entre eux. Et puis de toute façon, vous savez très bien que j'ai raison et que vous... Pourquoi je dis ça, moi ? Et puis franchement,
On a attendu toutes ces années juste pour se retrouver avec le rejeton de Dark Vador. C'est pas comme si vous manquiez de matière pour créer un nouveau contexte de guerre. On parle d'un univers immense qui compte des milliers de civilisations à travers un espace infini. Là, vous avez juste remplacé des noms, quoi. Tatooine s'appelle maintenant Jakku, l'Empire est remplacé par le Premier Ordre et la Rébellion par la Résistance. Non mais, la Résistance? Sérieux, vous avez osé? Pour finir sur les personnages, passons maintenant à Rey, jouée par Daisy Ridley. La bonne idée lorsqu'on demande à Harrison Ford, Mark Hamill et Carrie Fisher de revenir, c'est de prendre des nouvelles têtes, et ça c'est appréciable. Bon, pour ne pas simplement parler d'un Luke Skywalker au féminin, en effet, Rey ne veut pas quitter sa planète d'origine, alors que Luke ne rêvait que de partir. Bah oui, fallait bien trouver une différence. À part ça, son personnage est tout à fait appréciable, bien que très classique, en même temps on lui en demande pas plus. Elle est belle, combative, intrépide, etc. Non, comment dire ? La seule chose qui me gêne ici, c'est l'approche du concept de la Force. Voyez-vous, le programme de formation des Jedi a bien changé au fil du temps. Dans les années 70, c'était la vieille école. Pour ressentir la Force, il fallait suivre l'enseignement d'un maître Jedi et apprendre le maniement du sabre laser. Dans les années 2000, ce fut très différent. Il suffisait de collectionner les midi-chloriens. J'abrège, hein, sinon ça va durer des heures. Mais en 2015, c'est encore plus pratique. Il vous suffit simplement d'ouvrir grand les yeux et de répéter plusieurs fois la même chose. You will remove these restraints and leave the cell with the door open. Wingardium Leviosa. Et vous verrez, c'est très pratique lorsqu'on est attaché à une chaise. Oh, la mauvaise foi! Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, ça va. Vous allez certainement me dire que c'est plus nuancé dans le film, mais bon, je pense que vous avez compris où je veux en venir, hein. Passons maintenant à Finn, plutôt bien interprété par un tout jeune John Boyega. Alors, ce personnage ne m'intéresse pas. On ne va pas revenir sur le fait que c'est cool d'avoir fait d'un Stormtrooper un des protagonistes de l'histoire. Son désir d'émancipation et son maniement du sabre laser auraient dû faire de lui le personnage principal. En tout cas, c'est ce qu'on nous vendait dans les bandes annonces. Mais lorsqu'on voit le film, déjà on se rend compte que Rey ne va pas tarder à lui reprendre le sabre laser, mais elle va aussi bien le ranger dans la friend zone. Parce que oui, notre jeune héros est bien entendu tombé amoureux de la jeune femme. Cela ne me dérangerait pas bien sûr si ce n'était pas appuyé par quelques vannes lourdingues. Étant un personnage un peu hybride, on peut légitimement se demander quelle sera sa fonction dans les épisodes prochains, parce que dans ce film, avant d'être un héros secondaire, c'est surtout un comic relief. I'm in charge. I'm in charge now, Phasma. I'm in charge. Bring it down. Et c'est même un reproche que je ferai au film en général. Il ne faut pas confondre légèreté et humour. Une ligne de dialogue sur deux est écrite pour faire des blagues. On est certes très loin de Jar Jar Binks passant sa langue dans un faisceau de réacteurs, mais là l'interprétation me fait carrément penser à un épisode du Prince de Bel-Air. Behold, the great Will Dini! Bon, j'en ai déjà marre de parler des personnages, donc on va faire vite pour les derniers. Han Solo, je ne vais pas en parler. Harrison Ford n'a pas envie d'être là et ça se sent. Et sa présence dans le film n'a aucun intérêt si ce n'est contribuer à cet aspect Madeleine que je déteste tant. Princesse Leia... Alors... Princesse Leia... là ça me fait vraiment mal au cœur d'aborder le sujet, car depuis ma plus tendre enfance, je suis amoureux de Carrie Fisher. Alors je sais pas si c'est simplement parce que c'est Princesse Leia de Star Wars, ou si c'est la tenue affriolante de l'épisode 6, mais bon, Carrie Fisher, bah c'est un mythe quoi. Et puis regardez-la, n'est-elle pas adorable? J'aime avec, je joue avec le pistolet, et quand je shoot, tous les Stormtroopers à tomber, c'est bien. La première fois, c'est... Elle est trop mignonne. Pardon. Bon, toujours est-il que dans le réveil de la Force, bah Carrie Fisher, c'est ça. Oh, sérieux? Ouais, bon, ok, ça c'est pas sympa. Mais bon, si son personnage avait eu une quelconque utilité, j'aurais eu sans doute autre chose à dire. Non, décidément, il n'y a que ce bébé 8 qui arrive à sortir son épingle du jeu. Il arrive efficacement à rendre hommage à l'esprit des premiers films, tout en apportant une véritable réinvention dans le design et dans ce rôle de mascotte attachante que l'on avait attribué jusque-là à R2-D2. Et même s'il ressemble quand même beaucoup à un ballon de plage, on peut dire qu'il a plus d'expression que la moitié du casting du film. Jouissant d'un design de génie, il faut bien le reconnaître, il colle parfaitement à cet esprit de jouet pour enfants qui caractérise bien l'esprit de la saga. Et ça vient aussi du fait que c'est un vrai robot, pas une incrustation numérique que les acteurs font semblant de voir lors du tournage. Ah oui, j'allais oublier. Dans ce film,
il y a Oscar Isaac. Et Oscar Isaac, il suinte la classe. Bon, pas vraiment dans ce film vu que ce n'est qu'un figurant, mais en général oui. Surtout que dans ce film, il s'appelle Poe. Oui, il s'appelle Poe. Voilà. Non, ça va, merci. Non, j'ai pas envie de faire cette blague. Non, j'ai pas envie de faire cette blague. Ça me saoule, putain, mais vous avez... Non, je la ferai pas. Je la ferai pas. Bon, ben voilà, je l'ai faite. Au passage, si comme moi vous appréciez cet acteur, je vous conseille vivement A Most Violent Years de Jesse Chandor, probablement le meilleur film que j'ai vu en 2015. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses. Pour être honnête avec vous, que ce soit le scénario ou les personnages, ce n'est vraiment pas ce qui me chagrine le plus. Cela n'aura échappé à personne que la direction artistique de ce nouveau Star Wars est tout simplement magnifique, en tout cas dans les bandes annonces. La sobriété du dispositif me fascinait, le design des vaisseaux, les costumes et évidemment les panoramas de Jakku et ses épaves de croiseurs impériaux enfouis dans le sable. Mais hélas, une fois devant le film, je constate encore et toujours ce même défaut qui me fait grincer des dents chaque fois que je regarde un film d'action américain, depuis presque 10 ans maintenant. Voyons, de quoi tu parles? Je parle de ce putain de montage épileptique. Sérieux, y a combien de cuts à la minute maintenant? Quand est-ce qu'ils vont comprendre un truc aussi simple que ça? Ce même problème que j'ai eu devant Mad Max Fury Road, Man of Steel, Pacific Rim et j'en passe. J'en ressors juste avec un mal de crâne, incapable de me souvenir avec précision d'une scène d'action marquante. Il y a trop d'images à la seconde. Et au passage, je vous signale que oui, j'ai moins de 30 ans, donc non, je ne suis pas trop vieux pour voir ce genre de film. Clairement, je pense que cette méthode de mise en scène est en train d'atteindre ses limites. Voilà pourquoi un film comme Gravity se démarque autant du reste des productions hollywoodiennes. Cette manière de filmer en continu nous laisse le temps de nous placer dans l'espace. Alors, je ne dis pas que tous les films devraient être filmés en plan séquence, je dis juste qu'il serait temps de ralentir le rythme. Dans Le Réveil de la Force, au moins une scène d'action aurait pu être mémorable au même titre que la scène des Podracers dans l'épisode 1. Je parle bien sûr de la poursuite au volant du Faucon Millenium à travers les ruines de Jakku. Encore une fois, la DA est remarquable, les effets spéciaux sont irréprochables, tout ça. Mais à raison de 150 cuts par minute, je ne ressens rien, je ne ressens pas le danger. À vrai dire, je ne sais même pas d'où viennent les vaisseaux ni où ils vont. Je ne ressens pas le gigantisme des décors, je n'ai pas le temps de profiter des perspectives, je ne vois rien. Juste un gloubi-boulga d'images mal montées. J'en ai marre de ces films de science-fiction contemporains qui ne savent que me vomir des effets pyrotechniques dans les yeux. Et vous savez quoi ? C'est bien ça le problème que j'ai avec ce film. Rien ne sert de courir après l'authenticité de l'univers Star Wars si on ne sait pas le mettre en valeur. Et c'est pareil pour la scène où Poe et Finn s'échappent du croiseur impérial à bord d'un chasseur taille. Mais si, vous savez, cette scène là où le vaisseau est attaché à un câble et qu'il tire dans le hangar avant de prendre la fuite. Pause, voilà, là. Vous voyez ce plan ? Il est plus long dans la bande-annonce que dans le film. C'est normal d'après vous, ça ? Oui, dans le film, ce plan est carrément subliminal. Sérieux, l'intégralité de la scène doit durer 9 secondes en tout. La cocaïne, c'est super les gars, mais pas quand on bosse sur le montage d'un film. Maintenant, faudrait arrêter les coups de ciseaux. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Attends. Comparer cette scène avec l'attaque des marcheurs impériaux dans l'Empire contre-attaque. Cette scène est remarquable de par son sens du cadre. Évidemment, à l'époque, Lucas ne pouvait pas compter sur le numérique pour réaliser ses idées de mise en scène. C'est donc surtout par des plans fixes qu'il filme l'action. Et cette manière de poser la caméra met largement en valeur les décors, le design des vaisseaux, l'atmosphère, bref, tout ce qui constitue le grandiose de cette scène. Dans l'Empire contre-attaque, que ce soit la base rebelle sur Hoth ou l'arrivée en faucon dans la cité des nuages de Bespin, le film prend le temps de nous introduire dans ces nouveaux décors, et c'est agréable. D'après moi, c'est ça qui rend l'univers des anciens Star Wars aussi enivrant. En gros voilà, on a plus d'une seconde pour contempler le panorama et ça fait plaisir. À titre de comparaison, il n'y a que la scène où l'on découvre Rey dans les décombres du croiseur au début de l'épisode 7 qui soit vraiment aussi belle à regarder. C'est d'ailleurs la meilleure partie du film. Parce que oui, évidemment qu'avec de tels moyens, et une volonté de vouloir bien faire de la part de J.J. Abrams que je ne remets absolument pas en question, il y a forcément de belles choses dans cet épisode 7. Malheureusement, le film manque cruellement de fulgurance, et je n'exagère pas le trait lorsque je vous dis que j'ai trouvé le développement des personnages et du scénario complètement naze. En revanche, oui, la direction artistique est parfois très belle, mais elle est surtout très inégale. Par exemple, certains plans de l'intérieur du cockpit du Faucon Millenium sont très intéressants. Et en passant, c'est diablement plaisant de ne voir qu'une seule personne piloter le Faucon, parce que voir Rey se contorsionner pour attraper toutes les manivelles d'un vaisseau conçu pour être piloté par 2 personnes, c'est carrément cool, ça renvoie à cet aspect de vieille machinerie que dégage le vaisseau.
C'est même peut-être la meilleure idée du film selon moi, mais bon. Enfin, vous voyez, je suis pas de mauvaise foi quand même. Ouais. Ah oui, autre chose avant que j'oublie. Alors, il paraît, hein, que John Williams a fait la musique de ce film. Voilà. Non, c'est tout. Bref, si la première partie semble sincèrement vouloir faire rêver le spectateur, la deuxième partie, quant à elle, est totalement oubliable. La DA est complètement aux fraises lorsqu'on débarque sur cette planète glaciaire qui tient lieu d'étoile de la mort numéro 3. JJ ne se contente que de recycler mollement l'esthétique de l'Empire, la subtilité en moins. Ouais, alors là je suis pas content par contre. Oui, je parle de cette fameuse scène où le général Hux nous fait sa plus belle imitation de Adolf Hitler devant une armée de Stormtroopers. Eins nicht verweichlicht wird as the last day of the Republic. Car lorsque la trilogie originale ne faisait que évoquer de manière visuelle le Troisième Reich, J.J. Abrams lui fait littéralement faire à ses Stormtroopers un salut nazi. Oh, que c'est subtil! Merci JJ pour cette leçon de mise en scène. À ce compte-là, tu aurais aussi pu foutre un casque de samouraï sur la tête de Luke Skywalker, hein, histoire de bien nous faire comprendre les références de l'univers Star Wars. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Bon, maintenant je pense que vous avez compris que cette vidéo est essentiellement destinée à ceux qui, comme moi, ont été déçus par ce film. Car non, je n'ai finalement pas grand chose à dire à ceux qui pensent que J.J. Abrams a su rendre à la saga ses lettres de noblesse. Et bien naïf de penser qu'il suffirait de nous balancer un sabre laser et 2 Stormtroopers pour que tout le monde soit content. Ce film n'a pas la moindre audace. Les scénaristes ont simplement ajouté à ce film cette nouvelle tendance pseudo-féministe qui consiste à renverser les codes de la demoiselle en détresse en lui donnant le rôle du héros qui affronte le méchant et qui sauve le monde. Cependant, j'imagine sans peine la frayeur des producteurs devant l'idée de s'attaquer à un temple aussi sacré que Star Wars. Peur de se confronter à une horde de fanboys en folie qui ne supportent pas la moindre entorse à l'univers de George Lucas. Alors ils nous ont fait faire une visite guidée des reliques de la saga. On avance sans cesse en terrain connu. On ne touche pas à la recette, sauf pour y incruster des effets spéciaux à la pointe de la technologie. Même si de prime abord on peut dire que Disney a tout fait pour tenter de réparer les pots cassés par la prélogie de George Lucas. Cette volonté de se détourner du tout numérique pour nous offrir des décors réels, revenir à cet aspect de futur usé, de vieilles machines délabrées, revenir à un design plus sobre, encore une fois toutes ces choses que l'on pouvait entrevoir dans les bandes annonces et qui nous faisaient véritablement reprendre espoir. Bah tiens, puisqu'on parle de bande-annonce, qu'on se le dise, il est de plus en plus difficile pour nos amis producteurs de vous vendre un film, chers amis, sans prendre en compte la crise économique, la hausse du prix des places de cinéma, le téléchargement illégal de films sur le net, mais aussi et surtout la concurrence. Bah oui. Bon, ça suffit, ouais. Dans les années 70, il n'y avait que 2 ou 3 énormes blockbusters qui sortaient chaque année. Mais en 2015, lorsqu'une énorme production de plusieurs millions de dollars fait son apparition tous les mercredis, bah forcément ça change la donne. Les salles de cinéma n'ont jamais été aussi pleines qu'aujourd'hui. Et il est loin le temps où certains films faisaient l'unanimité. Aujourd'hui, la plupart des gens sont parfaitement précis en ce qui concerne leurs goûts et leurs attentes. Dans un monde entièrement connecté via Internet, vous, spectateurs, vous avez désormais les moyens de faire pression sur les producteurs. Vous réagissez, vous laissez des commentaires, vous protestez contre tel détail, tel choix de casting, telle date de sortie, etc. Enfin, tout ce que je suis précisément en train de faire en ce moment, quoi. Voilà, ça par exemple, c'est moi après Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Oh mais que vois-je, le 5 est déjà en chantier. Chouette alors, ça va sûrement être génial. Bref, quoi qu'il en soit, les producteurs sont à l'écoute de ça, afin d'assurer une sortie suffisamment rentable. À l'heure où le budget d'un film suffirait à réduire de moitié la faim dans le monde, autant vous dire que les maisons de production ne laissent passer aucun détail qui pourrait faire chuter leurs ventes. On ne le répétera jamais assez que le cinéma est un art autant qu'il est une industrie. Dans le cas de Star Wars, c'est presque un pléonasme. Et dans cette industrie qu'est le cinéma, plus particulièrement le cinéma de divertissement américain, vous l'aurez compris, c'est lors de la bande-annonce que tout se joue. Autrefois, les bandes-annonces, c'était juste 2-3 morceaux de film mis bout à bout, fait à la va-vite. C'était juste histoire de vous faire comprendre que le film existe, quoi. Hein. D'ailleurs, à l'époque, il n'y en avait qu'une par film et elle ne durait jamais plus d'1 minute. Mais aujourd'hui, un soin tout particulier est attribué à la création de teasers et autres trailers, car c'est à ce moment-là que vous décidez si vous allez voir un film en salle plutôt qu'un autre. Que le film vous ait plu d'un point de vue artistique ou pas, force est de constater que ça n'intéresse qu'à moitié les gens responsables du marketing d'un film. L'important, c'est que vous ayez acheté vos places dès le premier week-end d'exploitation. Ce qui explique pourquoi, et vous l'avez sans doute remarqué aussi,
De nos jours, les bandes annonces sont mieux que les films. Ben voilà, je l'ai dit. Eh oui, moi aussi quand j'ai vu la bande annonce de Prometheus, j'ai hurlé de jouissance jusqu'à réveiller tout le quartier. Et ça c'était avant de voir le film. Enfin, ce que je dis ne s'applique pas exclusivement aux Américains, hein. Aujourd'hui, quand vous voyez la bande-annonce d'un film avec Cadmerade, vous pouvez être sûr que les 2 seules blagues qui pourraient vous arracher un sourire sont dans la bande-annonce. Ça aussi, je pense que vous l'avez remarqué. Enfin, sauf si on tape dans le fond de la fosse sceptique, jusqu'à nous balancer des bandes-annonces si laides et si désincarnées qu'on se demanderait presque si c'est fait exprès. On n'en veut pas de cette couille. OK. Quand on se chauffe au crottin, on pue la merde. Robert, on est à table. La qualité française! Bon, alors là, peut-être que vous vous dites que je digresse et que tout ce bordel n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Détrompez-vous, c'est maintenant que l'on touche au cœur du sujet. Parce que oui, à force de nous sortir des remakes et des suites, forcément on a une petite idée de la trame narrative du film que l'on va aller voir. Il est donc de plus en plus difficile pour les scénaristes de nous prendre au dépourvu. Sans compter le fait que beaucoup de gens sur la toile se plaignent que les bandes annonces sont trop longues et qu'elles en disent trop sur le dénouement de l'intrigue. Alors ils ont trouvé une nouvelle formule pour générer l'attente. Nous donner des éléments dans les bandes annonces qui nous mettent sur de fausses pistes. Je m'explique. Si l'on se penche 2 minutes sur le trailer de Star Wars épisode 7, qu'est-ce qu'on voit? Un Stormtroopers qui abandonne l'Empire pour devenir un chevalier Jedi. Je veux dire, ils savent très bien que les blogueurs du monde entier vont passer leur journée à éplucher chaque seconde du trailer afin de spéculer sur le scénario. Rey est en larmes, au sol, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment en position de force, et le trailer se termine quand même sur Finn se battant au sabre laser avec Kylo Ren. Vous qui avez vu le film comme moi, vous savez depuis que Finn n'est même pas la moitié d'un padawan, et que Rey est une putain de Voilà, vous avez saisi l'idée. Les maisons de production ne peuvent se résoudre à réduire la longueur et le nombre de leurs spots promotionnels pour d'évidentes raisons financières, donc ils essayent tant bien que mal de nous dérouter pour ne pas gâcher l'intérêt des gens pour la sortie d'un film. Comme ça, tout le monde est content. Exactement comme pour Iron Man 3, hein, où vous pensiez aller voir le mandarin foutre une bonne branlée à Tony Stark, alors qu'en fait pas du tout. Alors, je sais que dit comme ça ne paraît pas bien grave, mais il me semble que c'est véritablement la seule chose qui intéresse vraiment les actionnaires. Et tout a été pensé dans ce sens. 6 mois avant la sortie du film, ils avaient déjà ramassé presque la moitié du pactole. La réaction a été immédiate. Le teaser du nouveau Star Wars est en ligne, tous à vos claviers. Le buzz était phénoménal. Il faut bien se rendre à l'évidence, ces bandes annonces ont suscité presque autant de réactions que le film en lui-même. Avant même la sortie en salle, le film avait déjà cassé la baraque en termes de pré-vente. Je veux dire, il est où le cinéma dans tout ça? I have it. My sister has it. You have that power too. Who's he talking to? This Christmas? Oh, wow! Spaceships are ready for supper! TIE fighters! There they go! I'm really excited. Robot, lady, go! Oh my god! Okay, we're free. Are you excited? Ah bah oui, là, on est excited, là, c'est sûr. Et comme apparemment ça ne leur suffisait pas, il y eut aussi bien évidemment le marketing. Et oula, le marketing de Star Wars, ça rigole avec personne. Que ce soit à la télévision, dans les journaux, sur les affiches et surtout sur le net, de novembre 2014 à décembre 2015, ce fut la Star Wars Mania. Mais qu'on se comprenne bien, à ce stade, moi j'appelle plus ça de la promotion, j'appelle ça du lavage de cerveau. Les blogs, les vitrines de magasins de jouets, les paquets de céréales et surtout les pubs. Mon Dieu, les pubs! Ça ne semblait jamais vouloir s'arrêter. Je veux dire, mais
Regardez cette pub là de Duracell, oui, Duracell, là, les piles que vous mettez dans votre télécommande. Non mais sérieux, je suis sûr qu'avec le budget qu'ils ont dépensé pour ce spot, on pourrait financer un film indépendant. Mais même moi qui suis fan de la saga depuis ma plus tendre enfance, j'en pouvais plus. Et même jusqu'au moment où j'étais enfin dans la salle de cinéma le jour de la sortie du film, les publicités qui entrecoupaient les bandes annonces avant la séance étaient toutes sponsorisées par Lucasfilm. C'était tellement abusé que ça en devenait drôle en fait. Même devant une pub pour serviettes hygiéniques, je m'attendais à voir Dark Vador débarquer de nulle part pour m'expliquer que Hellways élimine les mauvaises odeurs et me garantit une protection pendant plus de 8 heures. Où votre cerveau laser va-t-il chercher des illusions aussi stupides? Et puis, entendre le thème de John Williams à tout bout de champ, à toutes les sauces, sans arrêt, partout. Une campagne médiatique à l'image de l'Empire. Sans compter les journalistes à la télé ou dans les journaux qui se sont fait un plaisir de nous rappeler que Star Wars est intemporel et traverse les générations. On vous le dit, putain, les enfants, les vieux, les trentenaires, les hommes, les femmes, tout le monde aime Star Wars. Même les oiseaux aiment Star Wars, bordel! Et puisqu'on en parle, oui, j'en ai assez de la complaisance des médias envers Star Wars. Vous savez, toutes ces émissions et tous ces articles qui vous demandent sans cesse « Mais enfin, pourquoi Star Wars plaît-il autant? Et comment expliquer son succès ?» Eh ben, je vais vous le dire, moi. Je pense que le véritable phénomène qui s'est produit ces dernières années, c'est que la culture populaire est en train de devenir de la culture tout simplement, et que le fossé entre la culture classique et la pop culture est en train de disparaître. La science-fiction n'est plus un sous-genre du cinéma, les amoureux d'Heroic Fantasy ont finalement mérité leur place parmi les amateurs d'art, et Dark Vador est devenu par la force des choses aussi omniprésent dans les esprits que Napoléon ou le Père Noël. Et Star Wars est en quelque sorte la pièce maîtresse de cette contre-culture, car Star Wars est arrivé à point nommé sur un mouvement populaire qui avait besoin de mettre un mot sur cette fascination grandissante que fut la conquête de l'espace. Et ça m'est alors apparu comme une évidence. En fait, le film en lui-même, on s'en fout. Inutile de jouer les rabat-joie en disant que le film sera décevant, car il ne bénéficie pas du contexte politique et créatif de son prédécesseur. Star Wars revient, et c'est tout ce qui compte. La culture rapproche les gens, et Star Wars nous rappelle avec générosité cette époque où l'on regardait pour la première fois le ciel avec l'idée de le conquérir. C'est beau ce que tu dis. Oui, je sais. Mais plus sérieusement, si je monte au créneau aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre que la science-fiction a mieux à nous offrir. L'héritage de Star Wars, ça ne devrait pas être juste une banque. Même si je reconnais que dans tout ça, l'aspect commercial laisse parfois sa place à de belles choses, force est de constater que l'univers de Star Wars est devenu une chose que l'on prend très au sérieux. Au-delà de la volonté de faire du fric, il y a parfois un vrai souci de reconstitution. Il n'y a qu'à voir le travail des développeurs sur Battlefront par exemple. À condition d'acheter ton Season Pass, bien sûr. Espèce de pigeon, va! Cependant, beaucoup de choses dégradantes se jouent soi-disant pour, entre guillemets, faire plaisir aux fans. Après, mon intention n'est pas de diaboliser, hein. Les studios Disney ont parfois pris de gros risques pour nous offrir des films de qualité. Au passage, s'il y a bien un film à retenir des studios en 2015, c'est bien Inside Out. Ce film est un chef-d'œuvre. Mais j'aimerais simplement que vous gardiez à l'esprit que Disney est aussi et surtout une société de production totalement hystérique, toujours prompte à presser le fruit jusqu'à la dernière goutte quitte à provoquer l'overdose. Au même titre que les films Marvel produits par Disney, avez-vous vraiment envie de voir un film Star Wars sortir tous les mois, jusqu'à ce que plus personne n'en ait quelque chose à foutre? De vous farcir un spin-off sur Greedo, hein, où on en profitera pour vous expliquer que Boba Fett est allergique aux épinards, et encore bien d'autres intrigues inutiles encore et encore jusqu'à ce qu'on se lâche une bonne fois pour toutes? C'est ça que vous voulez? Non mais ça sert à quoi de critiquer le film? Il est même pas encore sorti. Attendez avant de juger, bande de rats. Et ce système de production ne s'arrêtera pas juste parce qu'on manifeste notre mécontentement. Parce que oui, ce paradoxe, on en est tous conscients. On râle contre ces films, mais en attendant, on va tous les voir. Allez, calme-toi, calme-toi. Donc en gros, si je comprends bien, on n'a plus qu'à attendre, mais à regarder les studios s'essouffler, quoi. Donc voilà, je me fous de vos prochaines franchises. Je me fous de Rogue One, de l'épisode 8, de votre spin-off sur Han Solo. Déjà, le calendrier de la phase 1 de Marvel commence vraiment à me donner le mal de mer, alors penser que vous réservez le même sort à Star Wars, moi ça me fait frémir.
Non, coupe-moi ça, coupe-moi, on s'en fout. Vous avez juste repris le thème des rebelles de John Williams en mode Dark Knight Rises, c'est tout. Quelqu'un va lui faire fermer sa gueule. Vous n'arriverez plus à me faire rêver de cette manière. Et puisqu'on y est, je ne veux pas d'un cinéma régi par une nostalgie exacerbée. Si Star Wars a su marquer son époque, c'est parce que George Lucas se foutait des conventions, des soi-disant critères de valeur intellectuelle liés à la science-fiction, instaurés par des films comme 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Star Wars bousculait les institutions, son univers se suffisait à lui-même. Et quand je vois le réveil de la Force, je constate avec tristesse que Star Wars est devenu une institution. Une institution que J.J. Abrams se fait un devoir de préserver, sans oser la remettre en question. En gros, J.J. Abrams c'est le bon élève, quoi. On lui a appris à tenir une caméra et à se nourrir du cinéma avec lequel il a grandi pour reconstituer une esthétique. C'est le réal qui te dit hey, regarde, moi aussi j'adore Rencontre du troisième type, E.T., La guerre des étoiles, Star Trek. Moi aussi je suis un fan. Oui, on a compris JJ, tu aimes les mêmes films que nous. Le rendu est impeccable, ta copie est propre, mais elle ne transcende rien. Voilà pourquoi tu es chaud. Je dis pas, ces films sont agréables à regarder, mais par la force des choses on les oublie, tout simplement parce qu'on les avait déjà vus avant et en mieux. Donc de grâce, arrêtez de considérer ce réal comme un des plus grands cinéastes de sa génération. En ce moment j'entends des choses extraordinaires. Et surtout développez votre curiosité. La science-fiction regorge de films et de livres passionnants. Blade Runner, Soleil Vert, Bienvenue à Gattaca, La planète des singes, Matrix, Dune, Alien, 2001 l'Odyssée de l'espace, Rencontre du troisième type, Woody et les robots, Akira et j'en passe. Rien qu'en voyant ces films, vous vous rendrez vite compte qu'un tel battage médiatique pour un film aussi conventionnel montre bien que quelque chose ne fonctionne plus à Hollywood. Moi aussi, je suis très content de revoir Chewbacca, mais maintenant il est temps de couper le cordon. Il est temps de tuer le père. Tu avais raison. Tu avais raison à mon sujet. Je sais, Darko. Repose en paix. Et que plus jamais ton héritage ne tombe entre de mauvaises mains. Maintenant, je vous souhaite une bonne séance et une bonne soirée, et que la force soit avec vous. Oh, oui, c'était prévisible ça. La guerre des étoiles, George Lucas, qui commence. Jean-Louis, peut-être, rapidement. Oui, si vous voulez. Vas-y. C'est-à-dire que c'est le genre de film pour lequel il faut se refaire une âme d'enfant, toute fraîche. À quoi nous réussissons très bien. Oui, enfin, toi. Moi, je réussis très bien, Ouais. souvent ce genre de film. Hélas, toi seul. Je m'assois, j'adore les bandes dessinées, et dès que je vois comme ça des robots extrêmement marrants et qui tombent amoureux les uns des autres, je trouve ça très bien. Alors, La guerre des étoiles, c'est une énorme machine à l'américaine, avec, alors naturellement dans la pub, on vous donne tout de suite le nombre de milliers de dollars que ça a coûté. Ah oui. C'est visible sur l'écran, ce qui est déjà rassurant. Et puis ensuite, il faut se laisser aller dans une espèce d'énorme machine, remarquablement bien faite. D'abord, ce qui m'a intéressé, c'est la reconduction, comme je m'intéresse beaucoup aux romans populaires, aux romans de chevalerie, etc., c'est de voir qu'on a pris tous les ingrédients de la littérature chevaleresque, de la littérature populaire, et qu'on les a transplantés naturellement dans le monde de la science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a le bon et le méchant qui est représenté naturellement par un personnage ça se passe naturellement en pleine galaxie, bien sûr, entre Vénus, Saturne, Mercure, etc. Non, beaucoup plus loin. Encore beaucoup plus loin, des millions, enfin bref, ça défie l'imagination. Bon. Et alors, vous avez par exemple le château noir du chevalier noir, c'est une planète maléfique dans laquelle naturellement le héros blanc va essayer de s'introduire. L'héroïne centrale qui est une princesse, toute blanc vêtue naturellement, pas tellement lointaine d'ailleurs, elle se rapproche terriblement du héros vers la fin. Oui. Alors, la princesse... Faut voir comment. Mais alors bon, tout ça, vous voulez dire que on joue le jeu, il faut jouer le jeu. Il y a un duel fantastique de Duranda. Alors, il y a des épées, naturellement, c'est des rayons laser. Oui. Non, c'est du néon. C'est tout simplement du néon. Ah, voilà, vous avez un exemple d'une âme qui n'est pas fraîche, celle de Saranson, qui voit du néon alors qu'il faut voir un laser. Moi, j'ai vu un laser. C'est un laser. C'est plutôt ça, quand même. On se bat avec des rayons laser. Avec des rayons de néon. Des rayons laser. Et bon, il faut marcher. Alors,